Bien, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Et puis, je voudrais remercier le comité organisateur des 4e rencontres et particulièrement Jean-Paul Lintin de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir que d'avoir des espaces, des temps, des lieux pour pouvoir exposer ses travaux de recherche. Alors, la commande qui m'a été passée est issue aussi de ma recherche doctorale et je vais essayer de vous démontrer en quoi les apprentissages infirmiers informels sont des leviers de professionnalisation. Alors, le plan de la présentation, tout d'abord la problématique, la question de recherche et une des hypothèses, parce que j'en avais beaucoup, donc une suffira pour aujourd'hui. 2 concepts, apprentissage informel et professionnalisation, la méthodologie de recherche, qui m'a demandé beaucoup de travail pour devenir rigoureuse, les résultats et puis les conclusions et perspectives à apporter à ce travail. Alors, la problématique, vous la connaissez tous, par rapport aux mutations sociétales, que ce soit le vieillissement de la population, mais aussi peut-être la place des patients qui a changé dans la société, qui devient même des actions de zéro, qui ont accru les besoins en santé, mais surtout l'accélération des évolutions des savoirs et des techniques qui ont majoré la demande et l'offre de soins. Tout cela avec de nouvelles logiques, des organisations et des pratiques de travail qui ont beaucoup bougé, entraînant un travail plus en coopération, en collaboration, autour de projets communs, avec des obligations de qualité, avec des normes de qualité, avec la certification, dans une pression accentuée des contraintes économiques. Alors tous, vous connaissez cela, si j'insiste, c'est parce que les résultats, vous le verrez, renvoient à cette problématique. Donc l'impact sur la profession infirmière, c'est que finalement, il y a une transformation progressive de la pratique professionnelle. Alors bien sûr, les situations de travail ont toujours été complexes, toujours imprévisibles, mais en plus, les professionnels suivent les recommandations professionnelles et il y a dans tout établissement des évaluations des pratiques professionnelles qui sont effectuées. Ce dont on se rend compte, c'est que finalement, une infirmière au quotidien mobilise énormément de savoirs, de disciplines différentes, et que donc elle doit, en regard de toute cette transformation des pratiques et des savoirs, elle doit actualiser ses connaissances, ses compétences tout au long de la vie, pour s'adapter à la fois au métier, mais aussi au poste de travail. Donc on est bien dans un apprentissage tout au long de la vie, mais quand on parle d'apprentissage, peut-être faudra-t-il redéfinir ce que sont les apprentissages et ce qu'est finalement la culture de l'apprentissage aujourd'hui. Donc finalement, peut-être que c'est apprendre autrement, de manière informelle. La question qui était à l'origine de ce travail, c'est finalement quelque chose d'assez simple comme question de départ. Je me suis posé la question, qu'est-ce que les infirmières apprennent de manière informelle en service de soins ? Au départ, j'avais travaillé sur le référentiel de formation des infirmières. Et donc, je me suis interrogée. Je me suis dit, bon, c'est bien de travailler sur la professionnalisation, mais quid de la professionnalisation au jour le jour des professionnels de santé ? Et donc, cette question s'est transformée en question de recherche. Quelle est la perception d'apprentissage des infirmières dans leur pratique quotidienne ? Mon idée, l'hypothèse, c'était que les apprentissages permettait l'ajustement dans le juste à temps de la pratique des savoirs et des compétences qui étaient nécessaires chaque jour, en regard des différentes évolutions. Alors, le concept d'apprentissage informel, il est défini par le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, mais il est défini par un aspect résiduel. Sans faire de politique, c'est l'idée du nini, c'est-à-dire que l'apprentissage informel, il est lié aux activités de la vie quotidienne, il n'est pas organisé ni structuré, et souvent, il a un caractère qui, la plupart du temps, fait qu'il est non intentionnel. Et donc ça, c'est pour finalement le différencier de ce que serait un apprentissage formel, c'est-à-dire un apprentissage dans les murs, dans les universités, dans les institutions, qui, lui, finalement, est structurant, organisé, et qui donne lieu à l'obtention d'un diplôme. Il est donc intentionnel et validant. Alors, il existe, selon les concepts et selon les définitions,
un apprentissage non formel entre les deux, dont les activités seraient plus ou moins planifiées, intentionnelles, mais qui ne donneraient pas lieu non plus à validation. Et puis finalement, cet apprentissage informel, eh bien, il est dans tous les aspects de la vie. Il peut être dans les loisirs, il peut être dans le travail, à tout moment, en tout lieu. Et finalement, tout le monde est concerné. Il est tout au long de la vie, et donc il existe aussi partout et pour tous. Finalement, on se rend compte que cet apprentissage informel, il est diffus, il est souterrain. C'est un concept qui est instable. S'il existe, par exemple, 200 concepts de compétences, eh bien, pour le concept d'apprentissage informel, c'est là aussi très difficile de savoir combien il en existe. Pourquoi ? Parce que finalement, les recherches, quand on fait une recension des écrits, les recherches ne sont pas articulées. C'est-à-dire qu'en fonction des dates et des lieux de recherche, la recension des écrits, en fait, ne superpose pas les résultats des savoirs. Il n'y a pas de production du savoir en fonction de la production de savoir déjà existant. Donc ça, c'est aussi un problème par rapport à ce qui est la recherche en ce moment. Ce qui fait que du coup, ils ne peuvent pas être classifiés. Et quand ils sont classifiés, c'est en fonction de leur champ d'opérationnalisation. Donc les voyages, les loisirs, la famille ou le travail. Mais en tout cas, ils existent partout, qu'ils soient finalement singuliers ou collectifs, et ils ont un impact évidemment dans le champ de la formation et de la formation professionnelle. Alors, ce que vous pouvez retenir, c'est que finalement, ce concept d'apprentissage informel, il a 3 caractéristiques. Il est fondé sur l'expérience, il est situé dans un contexte précis, et il est basé sur des situations authentiques, et donc en dehors des situations prévues à cet effet, donc aussi bien sur le travail, à l'hôpital, dans la pratique quotidienne. Toutes les recensions des écrits montrent que finalement, bien qu'il soit défini par un aspect résiduel, finalement, il prend de plus en plus d'importance dans le milieu professionnel. Les recherches montrent que finalement, 90% des savoirs que l'on mobiliserait au quotidien aujourd'hui dans la pratique professionnelle, eh bien, proviendraient des apprentissages informels. Et d'où l'impact sur le knowledge management, c'est-à-dire la capitalisation des savoirs et la gestion des savoirs dans les organisations. Alors on pourrait presque aller jusqu'à la notion d'organisation apprenante, bien si elle est utopique. En tout cas, on pourrait tenter de tendre vers. Alors, vous l'avez compris, il y a des enjeux en termes d'actualisation des savoirs, des connaissances et donc de la professionnalisation dans l'idée d'un apprentissage permanent avec une appropriation des savoirs nouveaux dans la pratique. Voilà ce qui m'a interrogée. Et donc, en termes de professionnalisation, de définition, professionnalisation, c'est toujours un processus d'acquisition des savoirs et des compétences professionnelles en situation réelle, mais aussi un processus finalisé de transformation de compétences en rapport avec un processus de transformation d'activité. Donc sur le plan théorique, on voit bien comment tous ces concepts peuvent s'articuler. Maintenant, dans la pratique, qu'en est-il ? Donc j'ai suivi une méthodologie de recherche qualitative. Donc ce que je vous présente là, c'est une enquête empirique qui a été exploratoire, qui a été réalisée à partir de journaux de bord. J'ai demandé à des infirmières de remplir les journaux de bord pendant 6 semaines, chaque jour. Et puis, pour lancer la consigne de départ du remplissage, j'ai fait un entretien. Et au terme des 6 semaines, j'ai fait un entretien pour relire et bien comprendre ce que voulaient dire les infirmières pour ne pas dénaturer leurs propos. Et donc, la consigne de départ, c'était qu'ai-je l'impression d'avoir appris au cours de cette journée en termes de connaissances, de savoir-faire ou d'attitudes nouveaux. Vous entendez là-dessous qu'il s'agit bien des 3 éléments de la compétence, dont je me souviendrai sans doute dans quelques jours et qui pourraient m'être utiles dans ma vie professionnelle. Et donc j'ai enquêté auprès de 30 infirmières. Alors au niveau de l'échantillon, je pense que 30, ça suffit. Mais pour avoir 30 infirmières, je pense que je suis partie de 50. Parce qu'effectivement, j'ai perdu
certaines personnes en route, mais justement parce que je pense qu'il y avait des problèmes de professionnalisation sous-jacents. Finalement, il aurait été intéressant à terme de reprendre ces 20 personnes et de refaire une étude pour comprendre en quoi finalement la professionnalisation avait été difficile. Donc j'ai enquêté sur 2 terrains d'enquête proches, un hôpital et une clinique, pour éviter le biais de population, et puis à différents postes de travail. Donc j'ai enquêté des infirmières, des cadres et des cadres sup. Voilà une représentation du journal de bord pour que vous ayez un peu l'idée. Alors au départ, les infirmières ne savaient pas trop si elles allaient savoir remplir ce journal de bord. Et puis finalement, il n'y a vraiment eu aucun problème de remplissage. Donc voilà l'échantillon de population, plus de personnes à l'hôpital qu'à la clinique. Mais à la clinique, j'ai eu 92% des infirmières qui ont répondu. Donc c'est quand même un bon résultat. À l'hôpital, j'ai eu un taux moindre, c'était moins de 80%, parce qu'en fait, les infirmières de nuit, et dans les 2 cas, c'était les infirmières de nuit, bien que je me sois déplacée, en fait, ils n'ont pas rempli. Alors, quels sont les résultats de la recherche? Alors, tout d'abord, je me suis demandé si les infirmières apprenaient déjà. Et donc, voilà, j'étais rassurée, parce qu'en en fait, les 30 infirmières ont déclaré pratiquement 500 apprentissages globalement. Alors après, aux personnes qui disent que les infirmières sont dans le savoir-faire et qu'elles n'apprennent que des savoir-faire, eh bien, c'est faux, finalement, je l'ai démontré, puisque vous voyez, alors j'ai fait des calculs avec des virgules qui n'ont pas trop de pertinence, mais il y a toujours dans une assistance des gens qui font la somme. Voilà, des pourcentages, etc. Donc je fais attention à ça. Et donc les savoirs sont en moyenne de 11 apprentissages par personne et pour 6 semaines. Les savoir-faire 3 et les attitudes, vous voyez, très faibles. Et ce qui est important de constater, c'est que tous les professionnels m'ont dit nous avons au moins appris cela, nous avons noté cela, mais nous sommes persuadés que nous avons appris beaucoup plus que cela. Simplement, avec la charge de travail, etc., c'est difficile de retenir, de tout noter. Alors, globalement, par rapport au savoir, j'ai découpé les savoirs en... donc, je me suis dit, le soin, quelle dimension du soin je peux développer? Et donc, j'ai développé, avec quand même de la difficulté, je dirais, des dimensions du soin, pour pouvoir voir quelle était la nature des savoirs qui étaient appris. Et donc, si vous remarquez, la dimension thérapeutique est quand même très, très majoritaire. Mais sur ce camembert, on voit bien que les 5 dimensions du soin, qui sont diagnostic, thérapeutique, préventive, gestion des risques et qualité organisationnelle et législative, toutes sont représentées. Alors, si l'on regarde maintenant par rapport aux disciplines et aux services, eh bien, même sans s'apesantir, on voit bien que les résultats sont différents, mais quand même, la dimension thérapeutique est toujours majoritaire. Par exemple, en chirurgie, on voit bien là que tout ce qui est dimension organisationnelle est plus développée, alors la dimension législative assez faible. Il en est de même en prison, là où j'ai fait aussi une enquête, et en psychiatrie. Alors, l'idée, c'est en psychiatrie, là, je vous montre le camembert, mais il faut relativiser, parce qu'en fait, vous avez vu dans l'échantillon, il y avait 3 infirmières en psychiatrie, donc ça ne faisait pas beaucoup. Ceci dit, derrière cette enquête qualitative, j'ai fait une enquête quantitative qui a donné d'autres résultats, mais qui a corroboré les résultats de l'enquête qualitative. Alors, en termes de savoir-faire, j'ai fait exactement la même chose. Et vous voyez que là encore, la dimension thérapeutique est importante et que ça se décline aussi et de manière là plus vraiment séquentielle par rapport au service. Et ça m'a permis de revenir sur toutes les représentations que je pouvais avoir. Parce que regarder en médecine, c'est quand même très dual. En psychiatrie,
les infirmières, les 3 infirmières n'ont déclaré que des savoir-faire en lien avec la dimension éducative et relationnelle. Et c'est vraiment quelque chose qui, dans l'étude quantitative, a été aussi confirmé. Alors, voilà pour les savoirs. La question que je me suis posée après, c'est quelles sont les occasions qui donnent lieu à apprentissage? J'y ai passé un certain temps, parce que je n'avais pas encore de modèle pour classifier. Et puis finalement, j'ai décidé de prendre le référentiel d'activité infirmier, et fort bien m'en a pris, parce qu'en fait, toutes les occasions donnant lieu à apprentissage, sauf une, pouvaient être classées selon ces activités du référentiel. Et donc, en fonction, pareil, des services, eh bien, j'ai classé les occasions d'apprentissage en fonction des activités. Alors, pour le cas où j'aurais besoin de vous les redire, l'activité 5, c'est les soins et activités à visée diagnostique ou thérapeutique, et l'activité 6, c'est coordination et organisation des activités et des soins. Je les précise parce que regardez, sur les tableaux, ce sont celles qui sont les plus importantes. Et la même chose dans tous les services. En prison, c'est plus la dimension organisationnelle. Et en psychiatrie, il y avait seulement, en fait, 3 activités qui donnaient lieu à apprentissage. Alors, si on regarde après, finalement, ces activités et qu'on les classe, c'est beaucoup au niveau si on regarde les 3 niveaux d'organisation des jeux, c'est à un niveau macro de l'organisation, c'était beaucoup les aléas, la mise en application des mesures nationales, et comme j'ai fait cette enquête en 2009, c'était l'ouverture de la psychiatrie, la réorganisation des prisons, etc. Du coup, ça interroge quand même sur l'aspect législatif qui est quand même assez faible. Et au niveau méso, c'est beaucoup tout ce qui est projet d'établissement, réunion de service, etc., qui donne lieu à apprentissage. Au niveau micro, ce sont tous les aléas de la vie d'un service journalier, mais aussi l'organisation du travail, la mobilité, la rotation des personnels, la complexité, tous les dysfonctionnements. Et beaucoup d'infirmiers disaient, et les absentéismes, beaucoup d'infirmiers disaient, je me suis retournée et j'étais seule, donc je devais faire face. Et donc l'apprentissage, il est vraiment dans le juste à temps des soins. Il est secondaire à une activité, c'est-à-dire que l'activité n'était pas l'activité d'apprendre, mais l'apprentissage a été effectué au cours d'une autre activité, et souvent de l'injonction de l'environnement à apprendre. Donc ça, c'est bien le caractère des apprentissages informels. Ce qui fait que les apprentissages incidents, ce que j'ai appelé là non intentionnels, conscients de survenus aléatoires, représentent 85% de la perception d'apprentissage des professionnels. Donc on voit bien comment, finalement, la pratique journalière, l'expérience de terrain, va permettre de développer des apprentissages. Alors bien sûr, il y a 2 autres types d'apprentissage. Un apprentissage autodirigé, où finalement l'infirmier ou l'infirmière décide d'apprendre, c'est intentionnel, c'est conscient, parce qu'il a un projet, il veut devenir cadre de santé, ou il veut devenir infirmier anesthésiste, ou alors il veut apprendre en regard du projet de soins du patient pour pouvoir expliquer le type d'intervention, etc. Mais il y a toujours cette notion de projet. Et puis après, donc au décours des entretiens, post-remplissage des journaux de bord, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait un type d'apprentissage qui émergeait. Les infirmières me disaient « je suis contente, j'ai été performante, j'ai su faire quelque chose ». Et à la question « comment avez-vous fait ?», incapable de répondre. Et donc finalement, ces entretiens, qui n'étaient pas au départ des entretiens d'explicitation, se sont révélés apprenants pour moi, pour le coup, parce que ça a permis de faire émerger des apprentissages qui étaient implicites, c'est-à-dire au fil de l'eau, et dont les personnes n'avaient pas conscience, et que finalement, elles conscientisaient au moment de remplir le journal de bord. Donc une typologie, parce que dans une thèse, il faut toujours une typologie et une modélisation. Donc 3 types d'entretiens en fonction de l'intention ou de la conscience de les réaliser. Et puis peut-être pour clarifier un peu mes propos, quelques vignettes. Donc Morgane, qui est un infirmier qui travaillait à l'USIC, en poste fixe par exemple, en fonction
de ces apprentissages, eh bien lui, il a réalisé des apprentissages autodirigés par rapport à un projet, parce qu'en fait, il voulait être infirmier anesthésiste, et donc toute occasion d'apprentissage était bonne en fonction de son projet. Mais cependant, vous voyez, sur 11 apprentissages, 9 des apprentissages sont quand même des apprentissages liés aux patients, aux soins, à l'encadrement des étudiants, à l'uniformisation des pratiques, etc. En psychiatrie, Dorothée, par exemple, qui était en poste fixe, qui avait 11 ans d'ancienneté, mais seulement 1 an et demi dans le service, elle, pareil, de la même manière, ses apprentissages sont toujours tournés vers le quotidien du travail et à partir du quotidien du travail, dans les situations de travail. Par contre, elle a fait des apprentissages qui étaient des apprentissages implicites. Valentine, qui était cadre de santé, elle, 19 ans d'ancienneté, 2 ans d'ancienneté métier, n'a appris que des apprentissages au jour le jour dans la pratique. Alors, si j'ai défini ainsi le nombre d'années d'ancienneté et de métier, c'est parce que finalement, ça n'a aucune importance sur la quantité d'apprentissage et la nature des apprentissages. C'est-à-dire que l'on soit jeune ou vieux dans le métier ou dans le service ou dans la discipline, eh bien finalement, les infirmières apprennent toutes. Une dernière vignette, Lisette, qui a 32 ans, et qui occupe une place de faisant fonction de cadre. En fait, pareil, des apprentissages qui sont peu diversifiés, mais des apprentissages qui sont réalisés dans la pratique quotidienne. Et elle montre quand même une disposition à apprendre qui fait qu'elle est particulièrement apprenante. Parce que finalement, tous ces apprentissages sont liés à un projet qui est d'être cadre de santé plus tard. Donc toutes ces occasions, c'était les situations de travail, l'agressivité verbale, les dysfonctionnements, la mise en place des référentiels, le plan de formation, l'acceptation de stagiaires et l'entretien d'évaluation, en sachant qu'il n'y a pas de hiérarchie dans ces apprentissages, mais que finalement, en fonction des opportunités, elle a su tout saisir pour arriver à la finalité qui était son projet. Quelles sont les ressources mobilisées dans ces apprentissages ? Eh bien, essentiellement, ce sont des ressources humaines. Comme c'est une recherche qualitative et que c'est du déclaratif, j'ai pris en compte ce que disaient les professionnels, c'est-à-dire que 23% étaient des ressources matérielles. Cependant, je n'ai vu pendant les 9 mois de mon enquête aucun ouvrage professionnel dans les services. Pourtant, j'ai bien regardé. Le numérique, 31%, je me disais, c'est chouette. Mais en fait, après l'enquête quantitative, 9 seulement % d'infirmiers apprenaient à partir du numérique. Et puis, les outils de service qui sont apprenants. Et donc, les ressources, c'est exactement la même chose. En fonction des lieux, des services, etc., eh bien, les ressources sont différentes. Voilà. Alors, moi, je suis revenue sur une prénotion. Je pensais que les patients pouvaient donner lieu à apprentissage. Et en fait, moins de 2% des patients donnent lieu à apprentissage. Et tous les apprentissages sont des apprentissages génériques. En tout cas, c'est tel que ceux-là qui m'ont été renvoyés. C'est-à-dire que j'apprends parce que, comme ça, la prochaine fois, pour un autre patient, je saurai. Je n'ai pratiquement jamais entendu le nom d'un patient dans les entretiens. Donc, ce sont des apprentissages informels, c'est-à-dire, et des apprentissages, et c'est une auto-formation. C'est une auto-formation sociale. Donc, avec les infirmières apprennent seules, mais avec les autres. Et la professionnalisation, voilà le lien avec la finalité, c'est que les infirmières apprennent pour soi, pour savoir agir, être compétentes dans le juste à temps, mais aussi pour être reconnues, être autonomes, mais elles apprennent aussi pour les autres, c'est-à-dire prodiguer des soins de qualité et transmettre aux autres le savoir acquis. Elles apprennent aussi pour améliorer l'image de marque de l'institution. Finalement, elles s'approprient l'environnement, les demandes de l'environnement. Alors, les résultats de la recherche, que ce soit des apprentissages informels, dans toutes
les catégories de la compétence, que les occasions, ce soient des activités dans le juste à temps, et surtout des ressources humaines de pair à pair. Donc ce sont bien des leviers de professionnalisation. Et j'en suis arrivée à la notion d'îlot d'apprentissage, c'est-à-dire que les apprentissages dépendraient de deux caractéristiques. D'une part, les caractéristiques des professionnels, mais aussi les caractéristiques de l'environnement de travail. Et donc on voit bien là tous les avantages que l'on pourrait avoir à travailler sur l'un, sur l'autre, mais aussi dans leur interface. Quand même un écueil, en termes de bénéfices-risques, c'est que ces apprentissages correspondent à un bricolage satisfaisant. Satisfaisant pour tous, pour le patient, pour les infirmiers et finalement pour l'organisation hospitalière. Mais quand je vous ai parlé au début d'évaluation, de certification, de validation, quid de tout cela, puisque les infirmières, finalement, ne suivent pas toujours, on va dire comme ça, les protocoles. Et donc il y a un paradoxe entre ces pratiques décalées et finalement ce qu'il y a comme ressources accessibles dans l'intranet de l'établissement. Et que souvent, les personnes qui utilisent les protocoles, eh bien, ce sont celles qui ont participé à la constitution du protocole et qui savent où elles se situent dans l'intranet. Et donc finalement, l'idée, c'est comment professionnaliser ce bricolage, comment renforcer l'apprenance, comment déployer les îlots d'apprentissage. Donc, j'ai identifié des leviers. Je vous disais, les infirmières apprennent, elles sont très apprenantes. Mais la représentation de l'infirmière, de qui porte la responsabilité du développement de ces apprentissages, a vraiment un impact sur la manière dont elle apprend. Et ça, c'est la recherche quantitative qui l'a montré. Si l'infirmière pense que c'est à l'établissement de santé de développer les apprentissages, alors elle apprend au moment de la formation continue, etc. Si l'infirmière pense que c'est à elle de développer ses propres apprentissages, ces apprentissages informels sont exponentiels et elle fait fi de toute occasion d'apprentissage. Alors on voit bien comment finalement on pourrait déployer tout ça. Et puis, je vous parlais de ressources, et de ressources que les infirmières ne savaient pas utiliser. Et donc, ça renvoie peut-être à un concept de capacité, c'est-à-dire, finalement, moi, j'ai démontré que quand le management montrait aux infirmières où étaient les ressources, alors les infirmières s'appropriaient ces ressources en termes d'apprentissage. Mais il fallait quelqu'un qui, finalement, soit un agitateur des ressources. Et donc, ça renvoie aux environnements capacitants et aux capacités. Donc finalement, je pense qu'il y a tout un champ de recherche encore qui est ouvert par rapport à ça, sur comment évaluer les ressources, mais comment évaluer les apprentissages, parce qu'un des écueils aussi, c'est que l'apprentissage se fait de pair à pair, qu'il y a un sentiment d'efficacité personnelle à faire ces apprentissages, et que donc ça engendre une reproduction des modalités d'apprentissage, mais en aucun cas, les infirmières ne vérifient les données qui leur sont transmises. C'est-à-dire, quand je disais de pair à pair, c'est de pair à pair dans l'environnement proche. C'est-à-dire que je cherche un savoir, un savoir-faire, je ne sais pas comment faire, je vais demander à la personne qui est la plus proche de moi dans l'environnement. Elle sait ou elle ne sait pas. Si elle sait, c'est bien. Si elle ne sait pas, j'élargis un peu l'environnement dans lequel je cherche. Mais jamais, jamais, il n'y a de vérification. Donc, on peut le voir de manière positive, mais quand on parle d'audit, de certification, etc., d'où l'intérêt de développer l'évaluation des pratiques professionnelles, les temps d'analyse de pratiques, etc. Et puis, pour favoriser ces environnements, eh bien, d'aller vers une flexibilité de poste, de parcours et d'environnement de travail. Puisque finalement, eh bien, là, la recherche montre que c'est ça qui est apprenant. Et donc d'aller plutôt vers une complémentarité entre ce qui est formel et informel, et de pouvoir travailler justement ces apprentissages informels en formation initiale et pas forcément en formation continue. Puisque de la manière dont on apprend, on reproduit ces apprentissages. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention et j'espère avoir tenu le temps.